Effectivement. On va vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette année et surtout de tenir vos vœux et vos bonnes résolutions. En tout cas, on va essayer de travailler, là-dessus parce que c'est quelque chose quand même qui est important. Alors qui je suis rapidement pour, celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc moi, Mélie Favre-Guittet, fondatrice de Talent Management, que j'ai fondé il y a maintenant 10 ans. On a plusieurs activités. La première au sein de Madircom où on est un cabinet de conseil RH, de, marketing RH, de marque employeur et de formation de manière assez classique. Ensuite, on a aussi une activité, donc Me My Career, où on intervient dans les écoles de commerce, auprès des étudiants et auprès des alumni, comme aujourd'hui. Et puis, on a également Boost Me Up, où là, c'est plus un accompagnement pour les plus de 45 ans sur toute la partie retour à l'emploi et de la formation aussi, au sein des entreprises pour booster un peu l'intergénérationnel et permettre à chacun de trouver sa place. Voilà un petit peu tout ce que l'on fait au quotidien. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, j'y passe ma vie. Aujourd'hui, donc, on va essayer de parler des bonnes résolutions, mais aussi de procrastination. L'idée, c'est justement d'arriver à, comme chaque année, on a plein de bonnes intentions et on prend des décisions. Moi, autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui prennent la décision justement d'avoir un job plus aligné par rapport à ses valeurs, de faire des choses avec plus de plaisir, de prendre soin de sa santé. Alors, on a les traditionnels, perdre du poids, faire du sport, et toutes ces choses-là, ou économiser, investir, tout le monde peu importe les résolutions qu'on peut avoir. L'idée, c'est de se dire, OK, une fois qu'on a posé 2-3, parce qu'on ne peut pas non plus avoir une liste de prévert de résolutions, c'est une fois qu'on a posé 2-3 résolutions de choses qu'on a envie de réaliser, et ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de se tenir, comment on peut maintenir les objectifs de manière à être efficace et de manière à arriver à les réaliser et à s'y tenir, parce que c'est ça qui est aussi des fois un petit peu difficile, c'est d'arriver à se tenir et pas laisser tomber la salle de sport au bout de 3 mois, comme ça peut tous nous arriver assez facilement. L'idée, encore une fois, c'est de se dire, tiens, quand on veut se mettre en action par rapport à toutes les résolutions qu'on veut prendre, alors encore une fois, on va essayer de définir juste 2-3 bonnes résolutions et pas partir sur, il peut y en avoir qu'une seule, hein, d'ailleurs, ça peut être très bien aussi qu'une seule résolution. C'est comment on va arriver à se convaincre et comment on va arriver à utiliser certains mécanismes un peu psychologiques ou des stratégies un peu de confiance en soi et autres, pour dire, bah, tiens, les fondements en fait de la mise en action, eh ben, qu'est-ce que c'est, comment on peut les mettre en place et comment ça peut nous aider, cette mise en action avec les différentes manières qu'on va voir, ça va nous aider à augmenter nos chances de succès et de voir arriver effectivement la bonne intention, la chose se réaliser. On va d'abord parler de la motivation un peu intrinsèque versus la motivation extrinsèque. Quand on a la motivation intrinsèque, encore une fois, c'est quelque chose qui va venir de l'intérieur. C'est quelque chose qui est alimenté par un intérêt personnel que vous allez avoir, un plaisir dans une activité, une motivation justement que vous avez envie de réaliser. Tandis que le côté extrinsèque, c'est plutôt lié à des facteurs du coup, externes. Ça va être lié à des récompenses, à une certaine forme de reconnaissance. Encore une fois, si le changement, on veut quelque chose qui soit durable et réalisable aussi, ça va être aussi important, et c'est souvent ce qui est le plus important, c'est de travailler sa motivation intrinsèque, donc votre vraie motivation qui vient de l'intérieur et qui touche vos valeurs, le qui vous êtes et ce qui va vous faire vibrer. On va voir aussi le concept un petit peu des objectifs SMART, normalement que tout le monde connaît un petit peu, vous avez certainement déjà dû aborder à un moment donné. L'idée, c'est d'arriver à formuler en fait ces objectifs pour que ça reste pas des vœux pieux qu'on abandonne au bout de quelques mois, mais que ce soit encore une fois une suite de plans d'action qui vont être réalisables. Donc encore une fois, l'objectif SMART, c'est on veut quelque chose qui est spécifique, qui est mesurable, qui est atteignable, qui est réaliste et qui est temporel, et on veut que tout ça soit bien défini. Donc c'est vraiment les fondamentaux qui vont être importants, de garder à l'esprit tous ces principes, et on va essayer de voir maintenant un peu plus de manière concrète. Donc comme vous vous en doutez, la première chose, ça va être de définir un petit peu vos objectifs, donc vos fameux objectifs SMART. Parce que, encore une fois, on veut transformer
nos rêves, nos espoirs en réalisation et en réalité, des choses totalement concrètes. Et donc, la première chose, ça va être de poser et de définir clairement vos objectifs. Alors, encore une fois, SMART, on veut que ce soit spécifique, mesurable, atteignable. Donc, spécifique, votre objectif, il doit être clairement précis. C'est pas juste je veux une meilleure santé, ça va être bah, je veux perdre, je sais pas moi, 5 ou 10 kilos. On est quelque chose de vraiment spécifique. Donc, essayez de commencer à réfléchir par rapport à vos souhaits, à ce que vous aimeriez changer ou mettre en place dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Commencez à réfléchir à tiens, est-ce que c'est vraiment spécifique mon objectif? Ensuite, le côté mesurable, bah, c'est d'avoir des critères qui vont être concrets pour mesurer justement votre progrès sur votre capacité à atteindre votre objectif. Donc, OK, c'est perdre 5 kilos, c'est mesurable car bah, vous allez pouvoir monter sur la balance et suivre votre poids. Donc, encore une fois, c'est est-ce que votre objectif est mesurable. Ensuite, il faut qu'il soit atteignable. Bah, l'objectif, il doit être réalisable et il doit être réaliste parce que ça, c'est aussi ultra important. Et il faut tenir compte bah, de vos ressources, alors vos ressources humaines, techniques, financières, de vos contraintes humaines, techniques, financières. Si je reprends l'exemple de perdre 5 kilos, OK, est-ce que c'est faisable dans un contexte actuel? Et puis bah, après, on va voir aussi sur à la fin avec le côté défini dans le temps. Est-ce que vous voulez perdre ces 5 kilos dans 3 mois, dans une semaine ou sur 9 mois? Quel est le côté le plus réaliste? Et ensuite, on a aussi donc le côté réaliste qui va un petit peu avec le côté atteignable que j'avais déjà abordé. Encore une fois, l'objectif, c'est de représenter un objectif sur lequel vous êtes capable de travailler. Donc, encore une fois, c'est comment j'arrive à gérer un équilibre entre ce qui est atteignable et ce qui est un peu de l'ordre du challenge. Et ça, je vais aussi après le définir dans le temps. C'est-à-dire que bah, je vais me dire, voilà, moi, je veux perdre 5 kilos je veux dire, en 3 mois. Bah, ça va vous permettre d'avoir un guide et pour gérer clairement votre objectif. Ça, c'est vraiment la méthode. Elle est assez simple et assez connue un petit peu de tout le monde et qui permet vraiment bah, d'aborder ce côté bonne résolution. Encore une fois, bah, fixez-vous. Donc, je vous laisse quelques minutes si vous voulez. L'idée, c'est d'arriver à me dire, et même si vous voulez soit me le dire à l'oral, soit l'écrire dans le chat, comme vous voulez, mais se dire, bah, tiens, je pense à ma résolution ou à mes résolutions, encore une fois, et de se dire, bah, tiens, est-ce que cette résolution que vous avez, vous êtes capable, est-ce qu'elle est suffisamment spécifique? Est-ce qu'elle est mesurable? Est-ce qu'elle est atteignable? Est-ce qu'elle est réaliste? Et est-ce que vous vous donnez une échéance? Alors, l'échéance, si vous dites, je veux perdre 5 kilos sur l'année, l'échéance, elle est réaliste, mais vous allez jouer sur de la démotivation parce qu'à un moment donné, la temporalité est un peu trop loin par rapport à l'objectif. Donc, est-ce qu'il y en a comme ça qui ont déjà des bonnes résolutions qu'ils ont envie de partager en disant bah, tiens, ça, je pense que ça peut être quelque chose que je peux atteindre? Qui a envie de se lancer? Allez, tiens, je vais en prendre au hasard, hein, ce serait quand même dommage. Oui, je veux bien. Top, merci. Voilà. Jean-François. Je suis de quelle année? 99, promotion 99, voilà. Un an de plus qu'Alix. Enfin, de moins qu'Alix, pardon. Voilà. Oui, alors, bah, c'est une résolution qui n'est pas professionnelle, mais qui est personnelle et qui Très est de bien. reprendre la chorale. Ok. Voilà. Mais ça, c'est d'abord le souhait un peu diffus. Et donc, si j'applique la méthode SMART, ça serait concrètement bah, mesurable. Ça veut dire y aller combien de fois par mois ou par semaine. Donc, une fois Ouais. par semaine. Ok. Réalisable, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Bah, ça veut dire il faut le planifier. Donc, ça Ouais. serait dans son calendrier et non pas dire bah, je vais y aller mardi si j'ai le temps, mais vraiment le planifier. Temporel, bah, c'est clair. Le temporel, c'est pas combien de fois j'y vais par semaine ou par mois, c'est plutôt quand est-ce que je commence, en fait. Ouais. Donc, et je dirais, bah, il faut pas faire des petits pas et commencer assez rapidement parce que sinon, ça Ouais. s'évanouit. Ouais, on peut vite se Je dirais, démotiver. je dirais, bah, la semaine prochaine. Voilà. J'y vais mardi prochain. Voilà. Donc, ça serait un exemple. Ok. Est-ce qu'on pourrait envisager
Si jamais justement on parlait de motivation, se dire: «Bah, tiens, j'y vais au moins 2 fois par mois au début Oui, et je me donne 3 mois pour prendre ce rythme et si tout va bien au bout de 3 mois, bah, peut-être que je peux accélérer le rythme. Peut-être que je peux y aller une fois par semaine». oui, effectivement, c'est bien de commencer petit. Voilà, c'est Ouais, ça. 2 parce que fois des 2 fois fois si on se dit: «Bah, tiens, tout de suite, j'y vais une fois par semaine», on peut mmh mh. peut-être un peu se démotiver et lâcher prise beaucoup plus enfin, en tout cas, lâcher l'affaire beaucoup plus Mmh. rapidement. Tandis de se Mmh. dire: «Bah, je commence peut-être avec, une fois toutes les 3 semaines, puis une fois toutes les 2 semaines et puis une fois par semaine». Comme ça, je Mmh. prends le rythme et ça devient du plaisir et plus une contrainte. Ah, c'est bien et enfin, je reprends ce que tu dis, pour un autre exemple, j'ai une autre résolution qui est d'aller à la piscine, toutes les semaines avec ma fille. Mais on peut reprendre ton schéma et dire, bah, et si ça marche pas, chaque semaine, peut-être qu'il y a un effet de démotivation parce qu'on dit: «Ah, j'ai Ouais, pas réussi mon objectif». Si on dit, bah, on essaye d'y aller toutes les semaines, mais au moins 2 fois par mois, ouais, c'est plus vertueux, c'est plus ouais, motivant. tout à fait. Mmh. Ah, c'est bien, merci. Bah, avec plaisir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager leurs bonnes résolutions? Moi, On va je mettre veux sur bien. Webby. Merci. Alors, bonjour, je ne sais pas si vous me voyez ou et j'espère que vous m'entendez bien. Alors on vous voit tout flou, mais on vous entend très bien. Ah ça y est, c'est nickel. Ah, parfait, magnifique. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis promo 2023, donc c'est très récent. Et j'ai un peu une résolution que j'ai pas encore mis en place, mais c'est secondaire. En fait, ma première résolution est de prendre un jour par semaine de repos hors OK. travail, parce que je suis à mon compte, je développe mon entreprise. Et je le faisais pas sur la période de septembre-décembre. Du coup, vous voyez que ça me cramait. Du coup, je me dis, OK, 2025, on se prend au moins un jour complet sans travail. Et dans cette journée off, j'aimerais bien consacrer du temps à la lecture. Et parce que j'adore ça, c'est quelque chose qui me fait foncièrement du bien. Mais j'arrive jamais avec le travail de me poser, avoir le temps d'avoir l'esprit libre et de pouvoir me lancer dans la lecture. Et du coup, ça, c'est vraiment une de mes enjeux personnels, hein, et qui a un impact sur le pro, forcément. Quand je me sens Ouais, mieux, bah, forcément, je travaille mieux. Donc voilà. c'est un bel objectif. Donc ouais, donc ça serait bien. Alors, je m'étais mis si on reprend la méthode SMART, un peu, un objectif, mesurable en termes de nombre de livres par mois, mais c'est assez ambitieux parce que Ouais, je me dis que si je n'y arrive pas, après, je me sentirais mal. Par exemple, si je me donne un objectif de 2-3 livres par mois, c'est déjà euh, énorme, hein. ouais, bon, après, ça dépend de la taille des livres, hein. J'en ai lu un pendant les vacances en un trajet de voiture. Donc, C'est-à-dire que tout quand tu est commences relatif. un livre, est-ce que tu es capable de te plonger à 100 dedans ou et de le finir d'une traite ou, tu aimes bien, grignoter et faire durer un peu la lecture? Ça dépend de la lecture. Là, c'était un livre dans lequel je me suis investi à 100% et d'une traite. En revanche, j'ai commencé un livre l'année dernière. Enfin, deux livres, c'est des recueils de poèmes. Et ça, j'aime bien en grignoter de temps à autre. Et ça fait du bien. Mais oui, franchement, ça dépend de la lecture à chaque fois. Mais voilà, c'était pour partager un peu mon objectif. Et aussi le fait de le verbaliser, ça Ouais. me conforte dans l'idée que je peux le faire, quoi. Bah, le verbaliser et même on peut, l'afficher. C'est-à-dire que tu peux très bien dans ton bureau ou quelque part, avoir une affiche, tu fais un joli truc sur Canva et où tu mets en avant, bah, ton objectif SMART et ta résolution et avec, aussi tu peux mettre aussi ton évolution, dans ta capacité de lecture. C'est-à-dire que tu peux très bien Mm. indiquer avoir un petit tableau évolutif où tu vas, bah, te dire peut-être qu'au démarrage, on peut se dire: «Est-ce que je peux prendre 15 minutes dans cette journée off pour démarrer une lecture?» Est-ce que je passe à une demi-heure? Est-ce que je passe à une heure de lecture? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Déjà le fait de le quantifier et aussi de le mettre dans l'agenda. On le verra après, il y a des techniques qui peuvent peut-être aussi aider à vraiment réussir et à maintenir, cette bonne résolution, pour, dans le temps. Moi je connais des indépendants, bah, en fait, ils se donnent une heure tous les matins. Quand ils se réveillent, ils touchent pas à leur téléphone et leur première heure, elle est pour eux et donc c'est, bah, je prends mon café, mon machin et pendant ce temps-là, bah, je lis un bouquin.
Et ça peut être souvent l'élément qui va leur permettre de démarrer la journée, parce que ça va être aussi les inspirer sur plein de choses pendant ce temps de lecture. Donc, ils vont aussi prendre des notes et tout. Ils ont souvent leur petit carnet à côté où ils notent plein de choses quand ils lisent. Et puis après, ils arrêtent leur heure de temps de lecture et après, ils passent à la gestion des emails, gestion de projet, peu importe. Donc, ça va être aussi important d'écouter son corps, se dire est-ce que tu es du matin, est-ce que tu es de l'après-midi, est-ce que tu es du soir, à quel moment le temps de lecture est aussi le plus agréable pour toi. Est-ce que si je te dis est-ce que tous les matins à 7h tu te sens de lire pendant 1 heure, moi déjà je te dis no way. Par contre, si tu me dis Amélie vers 19h, je dis ah ouais, moi 19h au coin du feu dans un petit fauteuil, mon petit plaid, je me sens bien de lire mon livre. Donc ça, c'est chacun à son propre rythme, et donc ça va être à toi aussi de Ouais, trouver le moment dans la journée où tu te sens le plus en connexion avec le livre que tu vas lire, sans être pression par rapport au boulot, par rapport aux contraintes que tu peux avoir à gauche, à ouais. droite. Donc il y a ça aussi qu'il va falloir tester. Et c'est pour ça que c'est Ça, c'est pas important évident à quand trouver, je on... pense. Non, et c'est pour ça que tu peux tester. L'idée, c'est que tu peux Ouais, dire, tiens, ouais, pendant une semaine, pendant un mois, je vais plutôt essayer de lire le matin. Et puis, dans un mois, je vais plutôt essayer de lire l'après-midi. Et comme ça, je mm, vois finalement à quel moment je me suis sentie le mieux, la durée aussi qui me correspond le mieux. Est-ce que j'ai juste besoin de lire pendant une demi-heure? Est-ce que 1 heure? Est-ce que 2 heures? J'en ai besoin? Ou est-ce que j'ai besoin d'être dans ma bulle pendant une demi-journée? Il n'y a que toi en testant qui va te permettre de te rendre compte. Et donc, comme le disait c'est vrai. Jean-François, c'est l'idée de ne pas culpabiliser, de tester, d'essayer et de se dire, mais en fait, je suis toujours en train de le faire. Que je lise 15 minutes ou que je lise 1 heure, tu es toujours dans ton objectif de je dois lire. Mais je vais l'adapter pour trouver ce qui me correspond le mieux. Et c'est comme la piscine, est-ce qu'on y va le matin, l'après-midi, le soir, la semaine, le week-end? À quel moment c'est du plaisir? Et à quel moment on en profite pleinement et on est justement dans le plaisir du moment présent? Et donc ça aussi, ça va être intéressant. Et ce qui est C'est important, vrai. c'est effectivement cette journée off. Alors juste, est-ce que si j'ai bien compris, c'est là depuis, que tu es à ton compte, c'est-à-dire que tu bosses 7 jours sur 7 et que, tu n'arrives pas à lever la tête? C'est depuis, non, je suis à mon compte depuis 1 an et demi, OK, mais ça fait depuis 3 mois, 4 mois que j'ai décidé de changer de statut de micro-entreprise à SARL OK. pour recruter, tout simplement. Et là, depuis septembre, c'est un peu rock'n'roll, mais c'était super. Mais c'est un souhait aussi de ma part de vouloir étendre mon temps de travail parce que, pour vous donner plus de contexte, j'habite dans le sud-ouest et je suis passionné de surf. Du coup, je me laissais des créneaux dans la semaine en fonction des vagues, en fonction des marées, de pouvoir y aller. Et tout ce que je fais pas quand je surfe, je le mets sur le temps du week-end. Mais OK. en fait, je me suis rendu compte que ça, c'était pas viable, en fait. En termes de santé mentale et à un moment donné d'épuisement professionnel, tu vas atteindre un seuil, qui sera pas bon. Donc C'est effectivement, c'est important exactement, ouais. d'avoir cette journée, off, rien que pour toi. Ça, c'est essentiel. C'est ce dont je me suis rendu compte, ouais. Ouais, tout à fait. Et donc c'est vrai, pour revenir sur le sujet de la presse, ne serait-ce que de prendre, d'avoir dans ses objectifs, d'avoir une journée pour soi, moi je trouve que c'est un très bel objectif, qu'on devrait tous, avoir. Moi l'année dernière, c'était l'objectif de plus travailler le week-end aussi. J'ai un peu dérapé sur la fin de l'année. Et donc là, c'est de se dire: «OK, est-ce que je vais être capable de le remettre en place cette année?» Et encore une fois, c'est d'arriver à remettre en place des choses sans culpabiliser en disant: «Bon, je vais déjà essayer 2 week-ends par mois», j'allais dire par an, non, 2 week-ends par mois à pas travailler. Et si je peux un peu plus, Mm. et c'est du bonus. Et donc on va voir après aussi comment on peut se motiver au quotidien et se récompenser quand on fait les choses correctement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous allez Bah, voir. merci en tout cas pour votre retour. Et, Merci à toi. et Amélie, ne plus travailler le week-end. Alors, comment ça s'est passé l'atteinte de l'objectif? Sur la fin de l'année, je l'ai zappé et je l'ai mis au placard en disant: «On reverra ça l'année prochaine». Mais j'ai pas culpabilisé, parce que, il y avait besoin de certaines choses. Et en fait, j'ai compensé avec, d'autres moments où je me prenais des matinées ou des après-midi où j'étais totalement off. En me disant: «Bah, OK, là, que ce soit ma tête, mon corps a besoin de se reposer, donc je m'arrête», et du coup, je culpabilisais pas et je me disais: «Je règle en fait ma semaine autrement pour arriver à me reposer». Encore une fois, c'est d'arriver à compenser, arriver à ne plus culpabiliser, parce que si on se met un objectif et qu'on n'arrive pas à l'atteindre derrière, on va s'en vouloir et c'est ce qui va aussi nous démotiver encore plus et nous faire peur de prendre d'autres objectifs.
Donc, c'est aussi d'arriver à s'écouter son corps et à se dire, ouais, comme le fait Mathieu quand il va surfer parce qu'il écoute les marées, là, il va aussi écouter son corps pour pouvoir ajuster et trouver à chaque fois le bon moment. Moi, je vois qu'au boulot, je suis plus de l'après-midi que du matin. Bon, quand on met une visio à 8 h du matin, je fais un peu la gueule. Si on met la visio à 18-19 h, ça ne me pose pas de problème. Donc voilà, mais c'est du coup, j'impose mon rythme et je cale mes journées en fonction aussi de ça, de ma capacité à être concentrée sur des moments et quand j'ai pas envie, je vais faire de la poterie ou autre chose et ça me va très bien. Et ça, c'est aussi le fait d'arriver à se connaître, à apprendre qui on est et à prendre conscience il y a des choses qui sont bonnes pour nous, d'autres qui sont moins bonnes et encore une fois, c'est d'ajuster. Quand on parle, enfin, je fais souvent des formations sur la santé mentale, mais quand on parle de santé mentale, parce que c'est quand même un peu en lien aussi avec l'atelier d'aujourd'hui, c'est de se dire, c'est une ligne qui bouge, la santé mentale, elle ne peut pas être au beau fixe tout le temps. L'idée, c'est d'éviter qu'elle soit trop souvent en bas de la ligne, en bas de la moyenne. Et donc, c'est aussi d'apprendre à s'écouter pour se dire, OK, il y a des jours où ça va et des jours où ça va moins bien. Et c'est OK et je l'accepte. Mais je sais ce que je dois faire pour revenir sur la normale. Essayer de mettre en place ce genre de choses. Une fois que vous avez fait vos objectifs SMART, l'idée, ça va être de planifier, de se tenir justement, en tout cas d'essayer de se tenir et d'arriver à faire des choses qui, encore une fois, qui nous correspondent. Il y a plein de manières d'organiser son temps et chacun va trouver son système qui fonctionne le mieux. La méthode que moi j'adore, et Jean-François en avait parlé tout à l'heure, c'est la méthode des petits pas, parce que je trouve que c'est cette approche qui consiste plutôt que de se donner un gros objectif énormissime, c'est de tout diviser en petites actions et en petites tâches, en petites missions. Et le mot petit n'est absolument pas péjoratif dans ce cas-là. Se dire, OK, l'idée, c'est que je vais prendre chaque étape comme étant quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus réalisable. Et ça nécessite du coup un effort beaucoup plus petit pour l'accomplir. Et donc, ça maximise les chances de réussite. Et c'est ce qui va aussi aider à éviter de procrastiner, parce que quand on se fixe un objectif qui est énormissime et comme sur la photo, on voit que les échelons sont ultra éloignés, qu'il faut faire un énorme effort pour arriver au premier échelon, et du coup, on risque beaucoup plus de procrastiner en disant non, j'y arrive pas, je suis pas capable, c'est pas bon, c'est pas le bon moment. On se trouve toujours des excuses et du coup, on n'avance pas. Tandis que si on se met des petits échelons qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus faciles à atteindre, en fait, on se motive. C'est comme le sportif, il ne va pas courir le marathon du premier coup, il va d'abord s'entraîner un petit peu. Et tous les sportifs, d'ailleurs, si aujourd'hui ce sont des champions, c'est parce qu'ils se sont entraînés. Et donc, ils ont fait plein de petits pas avant d'y arriver et avant de gagner des coupes. Et cette technique des petits pas, c'est ce qui va vraiment vous permettre d'avancer, de vous féliciter, de vous récompenser et d'avancer d'échelon en échelon pour arriver en haut beaucoup plus rapidement que si on se met des choses beaucoup plus trop compliquées. Et la deuxième que j'aime bien, alors elle n'est pas forcément adaptée à tout le monde, parce que ça dépend vraiment des uns et des autres, c'est la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si certains en ont déjà entendu parler. L'idée, c'est de travailler sur des cycles de 25 minutes. Donc, en fait, vous avez... ça permet d'évacuer toutes les notifs qu'on pourrait avoir et d'être vraiment concentré sur une mission. Dire, je sais pas, là, je prends l'exemple du temps de lecture ou du temps de gestion des emails ou d'un temps sur une gestion d'un projet. On n'est pas sur du multitask et on fait plein de choses en même temps, parce que ça, c'est le meilleur moyen, justement, de ne rien faire et de ne pas être efficace. On est vraiment sur, pendant 25 minutes, je me concentre sur une action. Donc, je sais pas, moi, pendant 25 minutes, je fais les réponses aux emails. Ensuite, je fais une pause de 5 minutes et je commence un deuxième cycle. Et là, je me reconcentre sur 25 minutes. Là, je sais pas, moi, je vais sur une création sur Canva. OK. Et puis après ces 25 minutes, je refais une pause de 5 minutes. Et en fait, comme ça, je fais au moins 4 cycles. Et à la fin du 4e cycle, je fais une pause qui est là, qui est au moins d'une demi-heure avant de me reconcentrer sur autre chose. Ce qui est ultra important, et ça, on en parle souvent, notamment quand on fait pour les personnes qui travaillent en hybride ou en télétravail, l'importance de la pause, elle est essentielle, parce qu'il faut vraiment que votre cerveau arrive à se réoxygéner et à se concentrer et à aller choisir les bons éléments. Et donc,
demander à votre cerveau de faire plein de choses en même temps pendant toute une matinée ou toute une journée, c'est le meilleur moyen de le cramer. Tandis que de lui dire, bah, écoute, on va se concentrer ensemble sur 25 minutes sur cette chose. Et si le téléphone sonne, s'il y a des notifs, on s'en fout, on ne les regarde pas, on est concentré sur notre tâche. Et aujourd'hui, on est à l'air quand même du côté, on veut tout de suite. Et donc, c'est vrai que quand on reçoit une notif sur son téléphone, sur WhatsApp, sur un Slack, sur un Discord, par email ou quoi que ce soit, les gens attendent des réponses très rapidement. Ça va, une demi-heure avant d'avoir une réponse, je pense que c'est jouable, même une demi-journée des fois. Donc encore une fois, l'idée c'est de se dire, bah, tiens, comment je peux organiser mon temps aussi par cycle de 25 minutes. Et ce sont des choses que vous pouvez implémenter directement dans votre agenda. Encore une fois, l'idée, c'est de se dire, bah, tiens, ces 25 minutes, je les programme dans mon agenda et je me mets mes temps de pause aussi. Comme ça, je m'oblige à respecter ce que j'ai prévu. C'est pas juste, je l'ai écrit sur ma to-do, c'est véritablement, j'ai mon agenda, j'ai ma programmation et je sais exactement ce que je dois faire. C'est ce qui va vous permettre beaucoup plus facilement de rester concentré et d'arriver à atteindre en plus toutes les tâches que vous êtes données sur une journée. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient déjà la méthode Pomodoro et qui l'utilisaient au quotidien? Ouais, je l'ai mise en place dans le cadre de mon travail, en fait. Entre autres, le télétravail pour te concentrer et pas se disperser, parce qu'en fait, tout est tentant, en fait. Oui. Bah, c'est sûr qu'en télétravail, on peut être tenté si on est à la maison, par faire plein de choses. Et effectivement, c'est ce qui nous perd très souvent. Et on a la même chose au bureau, même aussi. Hein. Quand on a les collègues qui viennent dans le bureau, je peux te déranger 5 minutes? Bah oui, non, là, je suis sur mon temps de concentration. On se rejoint à la machine à café si tu veux dans 10 minutes, mais là, non. Et surtout que les 5 minutes des collègues qui passent se transforment souvent en 15 minutes, voire 20. Puis il y Ouais. en a un qui passe en plus, et puis voilà, les résultats, on fait plus. Donc et alors après, quand on est avec les collègues, avoir même planifié dans son agenda un temps de convivialité, ça peut être aussi important. Donc tout ça, c'est des petits éléments que vous pouvez faire. Moi, je sais que tout est mis dans mon agenda et c'est un agenda qui est partagé avec mes collaborateurs. Et du coup, il y a tout. Enfin, après, j'ai même mon agenda par couleur avec le perso, le machin, le pro. Mais tout est indiqué avec mes to-do, ce que je dois faire. Je me mets à chaque fois 15 minutes de pause entre deux visios. Alors, en visio, c'est plutôt même une demi-heure de pause que je me mets parce que les visios peuvent toujours déborder. Mais ça, c'est voilà, des petites choses qui sont importantes. Et l'agenda, j'essaye vraiment de le suivre. Et au pire, je l'ajuste. Si je vois qu'il y a des choses que je n'arrive pas à faire, je les redéplace pour essayer de les reprogrammer à d'autres moments. Encore une fois, c'est comment on peut arriver à gérer tout ça. Là, typiquement, si je vous donne quelques exemples, j'avais donc un candidat en recherche d'emploi. Donc, son objectif SMART, c'était d'ici 3 mois, je veux obtenir un poste de développeur web junior dans une entreprise technologique innovante, en postulant au moins 5 offres par semaine et en améliorant mes compétences en codage à travers des cours en ligne. C'était son objectif. Et donc, il a découpé tout ça en petites pauses. Donc, par semaine, c'était, tiens, semaine 1 à 2, je recherche et je sélectionne des cours en ligne pour justement améliorer ses compétences en codage. En semaine 3 et 4, il débute ses cours. Ouais, l'idée, c'est pas de se mettre la pression en disant là, dans 48 heures, je démarre des cours. Non, c'est j'y vais tranquillou. En semaine 5, il met à jour son CV. En semaine 6 à 12, il recherche quotidiennement les offres. Encore une fois, l'idée, c'est de planifier les petites étapes qui vont permettre d'y arriver. Et puis après, il avait intégré le Pomodoro. Donc, ces sessions d'apprentissage, il avait fait des créneaux de 25 minutes pour se concentrer vraiment sur ses cours en ligne. Et pour les candidatures, il avait dédié 2 sessions de Pomodoro. Pour une qui était dédiée plus au CV et à la lettre et l'autre qui était plus dédiée aux candidatures spontanées, à l'animation du réseau, ce genre de choses. Mais du coup, il avait vraiment activé son objectif SMART comme ça. Et c'était beaucoup moins décourageant pour lui parce qu'il avait justement tout décomposé et que ça le rassurait de voir l'évolution, c'est un peu en mode projet, hein, de voir l'évolution de ce qui s'était donné comme objectif. Et on a la même chose dans les entreprises. Là, je prends un exemple pour un manager qui son objectif, c'était d'augmenter la satisfaction client de 20% et d'améliorer donc tout ce qui était processus de service clientèle. Donc, il voulait mettre en place une nouvelle formation d'équipe et l'introduction d'un système de feedback client dans les 6 prochains mois. C'est son objectif. Et du coup, il a les étapes de son objectif, il les a découpées en 6. Sur le premier mois, c'était d'analyser les feedbacks des clients actuels pour potentiellement essayer de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient améliorer. En mois 2, c'était tiens, je recherche et je sélectionne un programme de formation pour savoir par rapport à ce que les clients nous remontent,
quelle est la formation dont mes équipes ont besoin. En -3, c'est le lancement de la formation. En -4, c'était justement le nouveau système de feedback pour collecter les avis. Et en -5 et 6, c'était on réanalyse les nouveaux feedbacks des clients, on évalue s'il y a encore des améliorations à faire et on ajuste le process si c'est nécessaire pour que sur les 6 prochains mois, on puisse, s'il y a besoin, refaire autre chose. Et il a fait la même chose, il a intégré les sessions Pomodoro pour analyser les feedbacks, pour rechercher des formations. C'est-à-dire qu'il ne passait pas sa journée à chercher des formations, c'était vraiment par créneau. Donc c'est soit un petit peu tous les jours, soit des créneaux sur une matinée. Et donc ça, c'est des petites choses que vous pouvez faire. Encore une fois, ce qui va être important de se dire, c'est que tout ce que vous allez mettre en place, c'est quelque chose qui est unique et qui est spécifique à vous aussi. Vous ne pouvez pas demander l'avis aux autres sur votre objectif et comment vous voulez le décomposer. Tout le monde va venir avec son petit grain de sel et avec ses a priori, ses stéréotypes et sa vision des choses, leur peur aussi potentiellement. Donc il faut rester concentré sur vous parce que c'est vous qui vous connaissez quand même le mieux et d'arriver à tester. S'il y en a qui ne connaissent pas Pomodoro et que vous voulez tester, testez sur 1 semaine, 2 semaines et voyez si c'est quelque chose qui vous plaît ou si au contraire, vous n'y arrivez pas à rentrer dedans. Et encore une fois, c'est OK. On va avoir d'autres manières de faire autrement que la méthode Pomodoro. Mais il faut juste arriver à trouver le système qui vous correspond le plus. Encore une fois, c'est vous, écoutez votre corps et pour arriver à trouver ce qui vous plaît le plus. Ça va être vraiment des éléments qui vont être importants. Ça va jusque-là? Passons aux obstacles, parce que forcément, on sait tous du coup donner des objectifs louables à réaliser cette année. Maintenant, qui parmi nous va procrastiner? Alors déjà, procrastiner, on a tous procrastiné un jour ou l'autre, c'est humain. Encore une fois, il ne faut pas non plus s'en vouloir. C'est quelque chose qui est tout à fait logique. Il y a plusieurs causes déjà à ça. Donc, les différentes causes, alors on entend souvent le « j'ai pas le temps ». Ça, c'est quand vous avez quelqu'un qui vous dit non, mais, ou même vous, vous pouvez le dire, non, mais là, j'ai pas le temps de faire ça parce que j'ai trop de choses. Ce qu'il faut surtout entendre derrière, c'est « j'ai pas envie ». Et il faut le reconnaître, il faut juste l'accepter, se dire non, en fait, là, on me demande de faire un truc, mais j'ai pas du tout envie de le faire. Et donc, encore une fois, c'est de l'accepter. Donc, on peut manquer de temps, on peut avoir des problèmes pour prioriser certaines choses, on peut être distrait par plein d'autres choses, on peut manquer de motivation, c'est tout à fait possible. Mais très souvent, quand on nous sort « j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, c'est bon, j'ai encore le temps », derrière, il faut clairement entendre le « j'ai pas envie ». Et on va essayer de mettre un mot fin à ça. Alors, soit si vous n'avez vraiment pas envie de faire quelque chose, il faut le dire, c'est-à-dire qu'il faut le verbaliser, c'est ultra important. Il ne faut pas essayer de le cacher derrière des excuses. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire non à une invitation pour aller à des restos, à des soirées, réseaux ou autres, en disant les gars, je vous adore, mais là, j'ai pas envie je suis restée chez moi toute la journée, j'ai pas envie de ressortir, je dois à nouveau m'habiller, prendre les transports, même si j'ai très envie de vous voir, le temps de trajet, le temps de ressortir, il fait froid, machin, j'ai pas envie. Plutôt que de ah non, là je suis un peu fatiguée, ah oui, si j'ai le temps, je viens vous voir. Non, non les gars, je vous adore, mais là j'ai pas envie. Et juste d'arriver à le dire, c'est ok, on va pas culpabiliser et on va plutôt essayer de se trouver un autre moment où on est tous alignés et on peut tous se rencontrer. Ça aussi, ça va être important. Ce qui est aussi important, c'est que la procrastination, elle peut venir de plein d'autres choses. Elle peut venir aussi du stress, c'est-à-dire que vous avez peur de ne pas bien faire, de mal faire, et donc ça va vous stresser, vous n'allez pas avoir le courage de faire des choses. Vous pouvez aussi, la procrastination peut venir aussi du manque de confiance. Je ne suis pas compétent, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Ça peut aussi venir de là. Ça peut venir d'un manque de concentration aussi, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à rester, on est distrait par toutes les notifs qu'on peut recevoir et donc on n'arrive pas à rester focus. Là, clairement, la méthode Pomodoro peut aider. On peut l'ajouter à la méthode Pomodoro. Vous avez des playlists sur Spotify ou Deezer, peu importe, qui sont dédiées à la concentration. Et donc, vous avez un système de concentration avec il y a un niveau de musique avec un niveau de son, alors je sais plus comment on appelle ça, le côté hertz, machin, qui est à un certain niveau qui permet de faciliter la concentration. Donc, n'hésitez pas à tester
Moi, je sais que quand on le voit souvent dans les open space, mais quand je veux être concentrée sur un projet, je me mets mon casque et je me mets ma musique et ça me permet de rester vraiment focus et je ne suis pas du tout dérangée par les bruits et autres. Je sais qu'à une époque, quand je lisais les bouquins, je les lisais automatiquement avec de la musique. J'arrivais il y avait une meilleure concentration et je retenais beaucoup plus ce que je lisais en ajoutant de la musique par-dessus. Donc aussi, encore une fois, à vous de trouver peut-être la chose qui peut vous correspondre. Donc il peut y avoir la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, le côté perfectionnisme. D'ailleurs, est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu dans ces causes de procrastination? Stress, confiance, concentration, peur de l'échec? Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent? Moi, je peux parler pour moi-même. Effectivement, le stress, ça donne un sentiment de ne pas avoir assez d'énergie et on se dit, j'ai pas l'énergie pour commencer quelque chose de nouveau ou pour m'atteler à une tâche qui n'est pas une tâche courante. En fait, la nouveauté force le respect quelque part et quand on est épuisé parce qu'on a eu une journée chargée, euh, on ne trouve pas la ressource, on ne trouve pas l'énergie Mm. pour commencer quelque chose de nouveau. Et ce que tu as dit, enfin, moi, ce que je retire de ce que tu as dit, c'est bah, il faut essayer quand même. On peut essayer. C'est pas nécessaire d'être parfait. Si ça nous tient à cœur vraiment une nouvelle action, eh ben on peut essayer. Voilà. On peut se tromper, hein. Après, on pourra Ajuster, réajuster si besoin est, mais tout à fait. essayer. Ouais. L'idée d'essayer est de se rappeler le pourquoi on a voulu le faire au début. Mm. Se rappeler ses premières motivations, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous a poussé à reprendre la chorale, qu'est-ce qui nous a poussé à aller à la piscine, qu'est-ce qui nous a poussé à lire, qu'est-ce qui nous a poussé à plus travailler le week-end, qu'est-ce qui nous a poussé à. Et le fait de se rappeler ça, c'est aussi se rappeler les côtés positifs. C'est aussi faire appel à la mémoire. On fait aussi, je vais en parler après, mais de la projection mentale en disant je me rappelle du pourquoi et pourquoi c'est bien, pourquoi c'est cool, pourquoi c'est important. Et du coup, je rappelle à mon cerveau que c'est bon pour moi. Parce que, encore une fois, le cerveau, il n'aime pas tout ce qui est nouveau. Tout ce qui est nouveau, ça lui fait peur. Pour lui, c'est du danger. Donc, il n'aime pas ça. Il va plutôt essayer de vous éviter de tout type de changement. Mais si vous lui rappelez que c'est des bons souvenirs, que c'est quelque chose d'agréable, du coup, il va tendre vers ça. Mais si vous ne lui montrez pas que c'est quelque chose d'agréable, il ne pourra pas le comprendre et il ne pourra pas vous aider à aller vers ça. Je vais vous passer une vidéo. Vous allez me dire si vous avez le son. Oh, le vaisseau. Nous ne pourrons plus le récupérer. Quelle certitude as-tu? Avec toi, rien n'est jamais possible. N'écoutes-tu pas ce que je dis? Maître, faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça, c'est totalement différent. Non, pas différent. Juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Vous avez eu le son ou pas, du coup On a entendu. Oui, oui. C'est bon. Donc là, c'était Yoda qui disait, voilà, fais-le ou ne le fais pas, il n'y aura pas d'essai. L'idée de désapprendre tout ce que l'on sait déjà. Et il y a aussi le fait de ne pas écouter ce que les autres vont vous dire. Oh, t'as du courage de reprendre la piscine, hein, moi je pourrais pas et tout. Et en fait, les autres vont vous envoyer des fois des ondes négatives et leur a priori, leur peur. Et il ne faut pas que vous les accaparez pour vous. C'est plutôt de se dire, non, moi je me rappelle le pourquoi j'ai envie de le faire. Et si je le fais, je le fais vraiment. Et on parle souvent de le faire en pleine conscience. C'est-à-dire que je sais pourquoi ça va être cool et important pour moi de le faire. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont importants. Moi, j'aime bien Maître Yoda, donc voilà, c'était le petit côté, le petit côté important. On va pas, alors, je vais faire ma petite minute alerte. La procrastination, elle peut aussi avoir des conséquences sur votre vie personnelle et professionnelle qui sont quand même importantes. Vous pouvez avoir des retards de projet, vous pouvez avoir du stress qui est non plus juste périodique, mais qui devient de plus en plus permanent à cause de la procrastination. Ça peut amener aussi des problèmes de santé. Et donc, quand cette procrastination devient automatique, c'est-à-dire que vous reportez en permanence tout ce que vous devez faire,
Quand cette procrastination devient de plus en plus importante, c'est-à-dire que vous reportez tout et n'importe quoi, là, c'est qu'il y a un signe de mal-être qui est bien plus profond. C'est-à-dire que là, c'est des choses qui peuvent aller sur du déficit de l'attention, de l'anxiété, de la névrose, de la dépression. Et là, on n'est plus simplement sur de la souffrance psychologique, on est potentiellement sur des troubles psychiques qui vont nécessiter l'accompagnement d'un professionnel de la santé. Donc ça aussi, vous pouvez avoir des gens autour de vous qui ont ce genre de symptômes. Quand ça persiste, quand on parlait de santé mentale, c'est qu'à un moment donné, quand ça diminue un peu la santé mentale, alors au départ, c'est juste un souci, on va dire un trouble psychologique qui peut s'améliorer par vous-même ou avec l'aide de d'autres personnes. Mais quand on passe au trouble psychique, parce que c'est beaucoup plus profond et que c'est permanent, là, clairement, c'est un médecin qu'il faut aller voir. Encore une fois, c'est pas dramatique d'aller voir un médecin, mais l'idée, c'est de se dire, OK, il faut aussi prendre soin de sa santé pour pas que ça devienne dramatique. Revenons à des choses plus sympathiques. On va essayer d'identifier un petit peu donc, tous ces obstacles, comme on a vu. Donc, on a la procrastination qui est la peur de ne pas être à la hauteur. Donc souvent, pour l'idée de faire face à ça, c'est la méthode des petits pas qui peut vous aider. Avec un petit shot de dopamine, c'est-à-dire que à chaque échelle dans la méthode des petits pas que vous réussissez, offrez-vous une récompense. Alors, la récompense, ça peut être, je sais pas, une série sur Netflix, un paquet de bonbons, ce que vous voulez, un resto, un cinéma, peu importe. L'idée, c'est que chaque action que vous allez réaliser, vous devez vous offrir un petit... Alors, ça peut être du temps encore plus pour vous, hein, mais c'est en fait votre cerveau va associer cette récompense au fait que l'effort que vous avez réalisé permet d'obtenir cette récompense. Et donc, il y a cette hormone du plaisir qui va être, cette dopamine qui va être mise à l'honneur. Et c'est ce qui va, le cerveau va dire, bah, attends, j'en veux encore, en fait, moi, de ce petit shoot de plaisir. Donc, vas-y, on reprend cette méthode des petits pas, on continue à faire des efforts. Et en fait, automatiquement, votre cerveau va vous aider, vous accompagner à faire encore plus d'efforts et donc à avancer sur votre échelle des petits pas en disant, vas-y, on prend un échelon supplémentaire, je veux mon petit shoot de dopamine qui arrive. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est ultra important. Alors après, il faut définir ce que vous allez mettre dans les récompenses. Hein. Vous n'allez pas vous acheter une maison pour une échelle. L'idée, c'est que ce soit quand même en lien avec l'effort que vous avez fourni. Et quand il y a souvent l'obstacle, c'est la peur de l'échec, je ne suis pas assez compétent, j'ai peur de je ne vais pas y arriver, pour toutes ces raisons qu'on peut avoir. C'est aussi derrière, c'est le fait d'être réticent à prendre des risques, parce qu'on a peur de recevoir des critiques. Personne n'aime critiquer. En tout cas, personne n'aime être critiqué. Et donc, effectivement, on a toujours peur de ce regard des autres. Et donc, l'idée, là, derrière, encore une fois, c'est la méthode des petits pas qui va nous permettre de nous rassurer, de dire, bah, regarde, tu vois, tu as fait un premier pas, tu y es arrivé, tu as fait un second pas, tu y es arrivé, tu as fait un troisième pas, tu y es arrivé. Ben, en fait, vous allez de plus en plus gagner en confiance parce que vous vous rendez compte que vous êtes largement capable de faire les choses. Si on vous avait mis sur, tout à l'heure, il y avait la photo avec l'échelle, avec les grands échelons, on vous demandait de faire un pas de géant, bah, effectivement, vous pouviez avoir peur de louper. Oui, mais si je rate mon échelon, je vais tomber. Oui, non, mais là, l'idée, c'est si tu rates un échelon, tu ne vas pas tomber, c'est juste un tout petit échelon. Et donc, tu vas être capable de te rattraper et tu vas pouvoir être capable de recommencer. Si c'est un grand échelon, effectivement, c'est beaucoup plus dur. Le fait de remonter sur scène va être beaucoup plus dur que si on fait des petits pas d'effort. Donc ça va être aussi des éléments qui vont être importants. Je parlais de visualisation positive aussi tout à l'heure. Bah, c'est aussi notre manière d'être résilient aussi par rapport à tous les obstacles que vous allez pouvoir rencontrer sur votre manière que vous avez de les surmonter. Donc, on a la visualisation positive qui est ultra importante, c'est de se dire, bah, je suis déjà en train de visualiser que je suis en train de réussir. C'est-à-dire que les objectifs que je me suis fixés, eh bien, alors ça peut être de la méditation de pleine conscience, ça peut être plein de choses, mais c'est simplement, je prends du temps pour moi ou pendant 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes par jour, je ferme les yeux, je pense à mon objectif et je suis déjà en train d'imaginer, en train de le réussir. Ce qui va être important, c'est que la visualisation positive, ça va vous aider à réduire l'anxiété et ça va vous aider à éviter d'avoir peur de cet échec. Ce qui va être aussi intéressant avec la visualisation positive, c'est que votre cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est une image. Donc, tout ce qui est fictif, il ne fait pas la différence. Donc, le cerveau, quand il voit quelque chose à la télé, pour lui, c'est réel, même si c'est un film, une bande dessinée, peu importe. Et donc, si vous faites de la visualisation, vous habituez votre cerveau à avoir des choses positives, à avoir des choses qui sont bonnes pour vous.
Et donc ça, c'est aussi ultra important, alors que ce soit dans la manière de gérer vos objectifs ou simplement même dans votre manière de gérer votre carrière, votre recherche d'emploi plus tard ou plein d'autres choses. C'est se dire, en fait, quel que soit le projet ou l'action que j'ai envie de réaliser, je dois visualiser quelque chose de positif. Et en visualisant de plus en plus les choses de manière positive, vous allez aussi arriver à les verbaliser de manière de plus en plus positive. Et donc, en verbalisant, votre cerveau, c'est le circuit qui est plutôt bénéfique, le cerveau va aussi enregistrer que c'est positif et donc va continuer à vous aider à le verbaliser de manière positive. Donc ça, c'est des éléments qui sont ultra importants. Et c'est pour ça que souvent, les gens qui sont positifs vont attirer à eux des gens qui aiment ce côté ultra positive attitude parce que c'est aussi des choses qu'ils apprécient et qu'ils recherchent. Alors, on a tous des potes autour de nous qui sont défaitistes et qui n'arrêtent pas de se plaindre. Au bout d'un moment, on n'a plus envie de les rencontrer parce que ça plombe le moral. Et donc, c'est aussi comment on peut les habituer à changer aussi cet état d'esprit. Ensuite, il y a la technique du mais que j'aime beaucoup, qui est aussi une stratégie ultra efficace. En fait, lorsqu'on se surprend des fois à penser de manière négative, ça nous arrive tous, hein, c'est tout à fait normal, genre je suis pas assez bon pour faire telle et telle chose, et ben c'est de tout de suite reprendre conscience de ça, d'ajouter mais par contre, je sais pas, je suis pas assez bon pour faire tel truc, mais je vais apprendre et je vais chercher à m'améliorer. Et en fait, c'est tout de suite. Départ du 1, indice 54, on va voir ce que ça donne. Alors, je pars des bleus. Le trou, il est là-bas à gauche. On va y aller tout de suite au driver. Je crois que Guillaume est en train de parler. Voilà. Et donc, la technique du mais, c'est de se dire, OK, quand je dis quelque chose qui est négatif, je me reprends en main et tout de suite derrière, j'ajoute un mais avec une phrase positive derrière en disant, OK, je suis pas assez bon. Non, mais là, je suis pas assez bon pour, je sais pas moi, pour faire du chant et donc me lancer dans une chorale. Mais je peux peut-être essayer de m'améliorer, d'apprendre à comprendre comment se composer les notes et se dire, tiens, je vais au moins faire un effort. Je ne demande pas à devenir chanteur, mais je vais faire un effort, genre, tiens, je peux décomposer aussi en petits paliers. Ça va être intéressant aussi de le faire. Et donc, si vous avez même des amis qui sont négatifs, aidez-les aussi à cette technique du mais, en disant, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer d'y arriver? Et puis, il y a le côté, le fait de communiquer. Quand vous avez un objectif et que vous voulez le réussir, n'hésitez pas à en parler et n'hésitez pas à en parler et d'avoir un soutien malgré tout social, c'est-à-dire d'avoir des amis sur qui vous pouvez compter, qui vont vous encourager, donc des amis positifs, qui vont vous encourager et qui vont dire on est là pour toi, c'est bien, vas-y, lâche rien, t'en es capable. On ne veut pas des amis qui vous découragent, on veut vraiment des amis qui vous encouragent. Ça, c'est important d'avoir cette communauté auprès de laquelle vous savez vous pouvez aller en disant tiens, si je vais chez un tel ou un tel, ou si je vais dans telle communauté professionnelle, je sais que ce sont des personnes qui vont me conseiller, qui vont m'encourager et ça va me décupler ma motivation et ça va me donner envie de surmonter tous les obstacles et du coup, ça va me donner envie de réussir. Donc ça, c'est vraiment des petites stratégies de résilience qui sont ultra importantes qu'on peut positionner ultra facilement au quotidien et qui vont vous permettre d'essayer d'éviter les obstacles, même si on sait les obstacles sont inévitables. Je vais vous partager 10 conseils du coup pour dire non, pour faire stop à la procrastination. Et vous allez voir que je suis certaine qu'il y a des conseils que vous avez déjà mis en application sans vous en rendre compte, parce que c'est des choses que peut-être on fait naturellement et qui en fait vont vous faire du bien au quotidien. Donc le premier, j'avais un peu démarré le webinaire là-dessus, c'est de vous reconnecter à votre motivation les plus profondes. Le goût de l'effort, ça vient aussi du gain qu'on a au bout de l'effort. Donc, encore une fois, lorsque vous avez une tâche, une mission à réaliser, on est sur de la projection et de la visualisation, c'est rappelez-vous le gain, le plaisir, la satisfaction que vous allez pouvoir en tirer. Et ça, c'est ultra important. Et ça, c'est quelque chose, peu importe ce que vous faites en fait, c'est que ce soit lié à un objectif, une bonne résolution ou pas, c'est toujours se dire si je le fais, c'est parce que je sais pourquoi je le fais, je sais quelle satisfaction je vais pouvoir en tirer. Et ça, c'est ultra important. Et c'est ce qui va aussi vous permettre d'être beaucoup plus enthousiaste au quotidien, d'être beaucoup plus efficace et potentiellement de gagner du temps parce que vous n'allez pas chercher à rallonger le temps pour éviter de faire la chose, parce que vous savez que si vous le faites, vous allez peut-être pouvoir partir au week-end plus tôt, vous allez peut-être pouvoir profiter d'une soirée tranquille en famille ou en amis, vous allez peut-être pouvoir prendre du temps pour lire un bouquin ou prendre du temps pour partir à la plage, peu importe. Mais vous savez que si vous faites telle chose qui n'est peut-être pas quelque chose que vous kiffez de faire,
mais vous savez que derrière, il y aura une satisfaction. Et donc, ce petit, c'est aussi votre petit, je parlais tout à l'heure, je parlais de shoot de dopamine, bah, c'est ça aussi, c'est votre récompense en disant, bah, si j'arrive à faire ça, je peux partir 15 minutes plus tôt pour arriver à faire ça, bah, j'ai mon petit shoot de dopamine et du coup, mon cerveau me dit, oh, vas-y, on y va, parce qu'on a trop envie de faire ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est le premier truc qui va vous aider à éviter de procrastiner. Deux, moi je suis la reine de ça, faire une liste, de tout ce que vous avez à faire. Alors il y a les listes, on a différents types de listes avec, ce qui est prioritaire, ce qui est pas important, ce qui est moins important, ce qu'on peut déléguer. Vous savez le schéma de j'ai plus son nom, j'allais dire Eisenhower, mais je suis pas sûre que ce soit lui. Encore une fois, l'idée c'est de faire des listes. Alors ça peut être des listes papier, ça peut être des listes, digitales, peu importe. Moi j'utilise beaucoup les codes couleurs aussi, en fonction des choses que j'ai à faire. Je les numérote également. Même si je suis très digitale, j'ai toujours ma petite liste papier, parce qu'il y a le plaisir, j'ai mon petit shoot de dopamine à ce moment-là, le plaisir de rayer la liste, la ligne en tout cas de la chose que j'ai réalisée. Et c'est même double de shoot de dopamine parce que je fais un carré devant ce que j'ai à faire, donc je fais une croix dans mon carré quand c'est fait et je raye ma ligne quand c'est fait. Donc j'ai 2 shoots de dopamine et de voir sur ma liste que les choses se rayent au fur et à mesure, j'adore. Donc voilà, ça, après, c'est propre à moi. Donc encore une fois, l'idée, c'est de se dire, bah tiens, c'est le goût de l'effort. Une fois que telle chose est faite, je sais que je peux les rayer, il y a le plaisir derrière, il y a le plaisir de peut-être faire d'autres choses plus agréables derrière, et ça aussi, ça va être important. Vous avez donc les to-do ultra classiques, vous pouvez faire votre feuille de manière digitale sur Trello, sur Notion, c'est vous qui choisissez. Encore une fois, l'idée, c'est de trouver un système qui vous parle. Je sais qu'il y en a qui sont très mind mapping, et donc dans ces cas-là, ils vont plutôt faire une carte de choses à faire en mode mind map. Moi, le côté mind map, je n'y arrive pas du tout. Moi, je suis vraiment en mode liste. Donc, mais encore une fois, chacun doit trouver le système qui lui correspond le plus pour pouvoir arriver à tester. Je vais voir un petit peu avant de mourir devant vous. Je perds ma voix, tout va bien. Il y en a qui utilisent déjà du Trello, du Notion ou le site Todoist pour faire leur des listes ou simplement papier stylo. Eh ben, moi, de manière rigolote, je le fais vachement dans le boulot, mais pas du tout côté perso. Et là, en l'occurrence, je vis un changement de vie puisque j'ai stoppé le boulot et qu'il faut que je tourne la page et je me retrouve complètement démunie. C'est-à-dire que j'ai plus d'agenda. Enfin, si, mais du coup, il est encore sur l'ordinateur, donc il faut que je trouve un nouveau système de fonctionnement. To-do list, pareil, et je suis complètement démunie. Il faut que je réapprenne à prendre soin de ce genre de petites tâches, quoi. Bah, c'est après se dire, tiens, au boulot, qu'est-ce que j'utilisais qui me convenait bien? Parce que c'est se dire, est-ce que le système d'agenda ou si c'était un Trello ou autre, est-ce que ça me correspondait? Et ben, c'est comment je peux le dupliquer effectivement à la maison pour gérer mon quotidien, que ce soit avec des codes couleurs, que ce soit avec la version papier si on aime écrire. Il peut y avoir énormément de choses. Il ne faut pas hésiter à tester. Il y en a plein en plus des blocs-notes. Il y a même le côté un peu bullet journal qu'on peut trouver assez facilement, où on peut à la fois faire sa liste de to-do. Je vois Inès en train de boire. On peut aussi indiquer le nombre d'eau qu'on a bu dans la journée, le nombre de temps libre qu'on s'est accordé. On peut noter son humeur du jour. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui peut être aussi intéressant d'analyser à la fin de la semaine en disant tiens, cette journée, j'ai pas été productive, mais en me disant mon humeur n'était pas terrible. Peut-être qu'il y a un lien. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui m'a fait plaisir dans cette journée? Ah non, je me rends compte que non. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye d'intégrer un élément qui me fait plaisir dans la journée, soit au début, soit à la fin, et pourquoi pas aux deux, pour que je prenne du plaisir à travailler dans ma journée. Donc encore une fois, il y a toujours des ajustements à faire et c'est ça qui est aussi passionnant. C'est que si on est trop rigide et qu'on ne se laisse pas de la souplesse, effectivement, on va avoir tendance à procrastiner ou à remettre au lendemain. Tandis que si on s'accorde du temps et de la souplesse dans l'organisation, ce sera beaucoup plus facile de mettre en place les choses. Amélie, moi, j'aimerais bien témoigner aussi. Ouais. Alors, je suis un peu comme toi, je mets tout dans mon calendrier. Tout ce qui dure plus de 30 minutes, je le mets dans mon calendrier. Et tout ce qui est inférieur à 30 minutes, je ne le mets pas. Et en fait, c'est avec ces petites tâches que j'ai souvent des problèmes parce que je les oublie. Et depuis peu, c'est marrant parce que je recoupe avec ce que tu as dit. Je me les note le soir
de façon manuscrite. Ouais. Et le lendemain, je traite toute la liste. Et je me fais un bloqueur dans le calendrier, traiter la liste de petits to-do. Et j'ai un plaisir énorme à rayer les to-do quand je les ai réalisés. Ça, C'est c'est fou, hein, encore le mieux que de plaisir manger de du rayer. chocolat. Mais du coup, tu arrives le lendemain matin à faire toute ta liste de petites to-do? Alors, je me le planifie. Alors, c'est pas forcément le lendemain matin, mais je me planifie le lendemain quelque part où j'ai de la place pour attaquer la liste. Ouais. OK. Ce qui peut être intéressant, c'est pas non plus, parce que souvent quand on fait des listes de to-do, on a tendance à en faire beaucoup. Elles sont des fois très, très longues. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais même le cahier A4 et la page était remplie. Et là, je me dis: «Ah mais oui, tu as peut-être quand même beaucoup de choses dans ta to-do» et puis je me rendais surtout compte que de jour en jour, il y avait des choses que je reportais et qu'au bout de 3 mois, c'était toujours sur ma liste de to-do. Donc là, je me dis: «OK, c'est que tu as pas envie de le faire, donc il faut que tu trouves une solution. Soit tu demandes à quelqu'un de le faire pour toi, soit tu demandes à quelqu'un de le faire avec toi pour te motiver, soit tu arrives à découper cette tâche pour arriver à la faire dans sa globalité». Et sinon, c'est moi souvent, alors ce qui est très bien, c'est que tu te notes la to-do le soir. Ce qui est aussi un très bon système dans les to-do, c'est dans le matin, on démarre sa journée, on refait le point sur tout ce qu'on a à faire dans la journée pour se remettre un peu son agenda dans la tête. Et puis traiter s'il y a des choses qui sont modifiées dans l'agenda. Et ce qui est très important aussi, c'est de faire le point le soir avant de refermer son ordinateur et son cahier en disant: OK, voilà tout ce que j'ai fait dans la journée, voilà les petites tâches qui me restent à faire et que je vais pouvoir programmer dans les jours qui suivent, que ce soit demain, après-demain ou la semaine suivante, ou que je vais dire tiens, celle-là, je la délègue à un tel. Et comme ça, quand c'est planifié et décidé, on peut refermer son cahier. Et en fait, mine de rien, c'est de la charge mentale en moins dans le cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau a pigé que vous l'avez mis par écrit, parce qu'encore une fois, la main va moins vite que le cerveau. Et donc, vous êtes obligé de prendre du temps pour écrire les choses. Et donc, c'est une manière aussi de déverser ce que vous aviez dans votre cerveau sur votre cahier ou sur votre outil digital, peu importe. Et quand vous le refermez, du coup, le cerveau comprend aussi que c'est autre chose. Enfin, le dossier se ferme et qui sera réouvert le lendemain matin. Donc, ce qui vous permet, pour le coup, de faire autre chose après sans que le cerveau soit pollué. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien. Je vois Jean-François en train de réfléchir. Oui, si je peux, je voulais rebondir à ce que tu as dit. Moi, je fais la liste avant de me coucher, en fait, pour enlever tous les phénomènes perturbateurs. En fait, faire une sorte de nettoyage avant de se coucher. Pour ne D'accord. pas être perturbé, parce que souvent, je me réveillais la nuit, Pendant la 3-4 nuit. heures, avec des choses dans la tête. Ok. Et en fait, je me suis dit, il faut que je purifie le cerveau avant d'aller se coucher. Et j'écris vraiment avant de m'endormir. Et je me dis, je recommence ça, je m'y attelle demain, mais pas besoin d'y penser la nuit. Ouais. En fait, c'est une routine que tu as intégrée et que ton cerveau a intégrée aussi Ouais. pour justement se vider avant de dormir. Et donc potentiellement pour pouvoir mieux dormir. Mm. Ça, c'est Exact. des petites routines qui sont ultra efficaces. Comme soit c'est de l'écrire, soit c'est de le dire à quelqu'un, mais en tout cas, le fait d'arriver à le verbaliser et à le sortir de la tête, c'est quelque chose qu'on ne garde pas pour soi. Donc même si on est tout seul et moi, c'est souvent le conseil que je donnais alors c'était souvent les mamans quand elles étaient divorcées, qu'elles se retrouvaient avec 2 ou 3 enfants et qu'elles avaient plein de choses à gérer. Je leur disais: «Mais en fait, il faut arriver à décharger tout ça quelque part». Donc je dis: «Vous n'allez pas le décharger sur vos gamins, c'est un peu compliqué». Mais en tout cas, vous pouvez le décharger sur un papier et du coup de prendre en note tout ça, se dire: OK, ça c'est le côté pro, ça c'est le côté perso, et ça je sais quand est-ce que je vais le gérer. Et c'est pour ça que souvent je dis: en fait, c'est quand on est parent, on gère une mini-entreprise aussi dans sa vie, de sa vie personnelle. Donc on met aussi en place ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on a aussi, donc ça je vous l'avais déjà parlé, le côté, les objectifs SMART qu'on va pouvoir se faire. Ça fait partie aussi de comment éviter de procrastiner en mettant des objectifs SMART régulièrement. Et commencer aussi par le plus important. Alors, ah non, je me suis pas mis j'ai pas mis, ah si, je me suis dit: «J'ai pas mis de photo». Ah oui, mais celui-là, du coup, je vais pas vous lancer la vidéo parce que du coup, elle est plus disponible. C'était la vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, c'est la théorie du bocal avec la vidéo du professeur qui vient à l'école avec un pot, qui commence à mettre les choses
Alors ça, c'est un peu le côté philosophique sur la gestion du temps et des priorités. Et en fait, il remplissait le bocal avec du sable en premier. Et puis, il mettait aussi des balles de golf, il mettait des cailloux, il mettait, je crois, de l'eau. Enfin, il mélangeait plein de choses. Mais au départ, je crois qu'il commençait avec les balles de golf et en disant, bah, vous voyez, le bocal, il est rempli. On ne peut plus rien mettre dedans. Et puis, bah, en fait, après, il mettait du sable, après, il mettait encore autre chose. Et on se rendait compte qu'en fait, on pouvait encore remplir le bocal. Et l'idée, c'était de se dire, bah, si on commence par des tâches qui sont peut-être moins importantes et peu prioritaires, c'est du temps, non pas perdu, mais qui n'est pas forcément bien exploité et qui risque de vous obliger, du coup, à reporter les objectifs qui sont importants à d'autres dates. Et donc, c'est se dire, bah, encore une fois, si on peut commencer par des choses qui sont peut-être peu importantes, bah, ça peut être aussi une signe un peu de fuite devant les efforts ou les responsabilités que vous avez par rapport à des choses qui sont beaucoup plus importantes. Donc, c'est aussi choisir par quoi on commence. Encore une fois, c'est aussi lié au gain et à la satisfaction qu'on va y tirer. Et donc, se dire bah, comment on peut organiser tout ça pour que, oui, il y a peut-être des choses qui sont moins importantes et moins dramatiques qu'on peut peut-être postposer ou faire à d'autres moments et commencer par des choses qui sont vraiment primordiales, urgentes et comment j'arrive à organiser mon temps. Et donc ça aussi, ça va être ultra important de se dire, bah, commencer par quelque chose qui est important, je sais pas moi, un dossier à finaliser, une inscription quelque part, peu importe, se dire, bah, je m'octroie 1 ou 2 créneaux de Pomodoro en disant, bah, ça c'est ultra important, je le fais. Et puis après, pour reposer mon cerveau, bah, là, je lui mets du sable et donc bah, je vais faire des petites choses qui sont peut-être peu importantes. Et c'est d'arriver aussi encore une fois, à mixer l'ensemble, c'est-à-dire si je fais toute une journée ultra de concentration intense sur quelque chose qui est vraiment essentiel, qui est ultra important et exigeant, sauf que votre cerveau va peut-être pas arriver à suivre. Et donc, c'est dire, bah, je commence par quelque chose d'important. Je sais que ma concentration est au top, donc c'est bon. Et puis, bah, je ne sais pas, moi, peut-être que vers les coups de 11h30, vous avez peut-être un petit coup de mou, vous vous sentez un peu plus fatigué. Bah, là, vous savez que vous allez pouvoir faire quelque chose qui ne vous demande pas un fort niveau de concentration et qui est peut-être pas aussi important que le reste. Alors, je sais pas, ça peut être traiter les emails, par exemple. Et donc, c'est aussi d'arriver à organiser votre journée en fonction de ce qui est important et aussi par rapport à votre état d'énergie. Moi, je sais que le soir, je déborde d'énergie. Donc, je suis capable de traiter des trucs ultra importants le soir. Le matin, bon, bah, du coup, comme je me couche tard, je ne suis pas trop du matin. Mais voilà, et j'ai mon mari, lui, c'est pile l'inverse. Il est du matin et il n'est pas du soir. C'est bien, nous deux, on peut faire les 3-8, c'est pratique. Mais l'idée, encore une fois, c'est on s'écoute son corps et on se dit, OK, typiquement, moi, je dis souvent aux gens, vous savez, après la pause déjeuner, bon, bah, on est tous un petit peu endormis après avoir mangé, on n'est pas ultra concentrés. Bah, c'est pas là où vous allez vous mettre sur un dossier ultra important qui demande de la concentration. Là, vous allez peut-être bah, juste traiter, soit on traite justement les petits dossiers qui prennent moins de 15 minutes, et donc comme ça, on en fait peut-être 2 ou 3. Et on sait que bah, tous les jours, entre 14 et 15 heures, on peut gérer 2 ou 3 dossiers qui ne prennent pas beaucoup de temps et qui ne sont pas d'une importance capitale, mais c'est le temps qu'a besoin notre corps pour peut-être reprendre un peu de force après la digestion. Et puis comme ça, on sait qu'à partir de 15h, 15h30, on peut se remettre pendant 2 heures sur un projet qui est un peu plus important. Encore une fois, c'est calculer aussi votre concentration par rapport à votre énergie. Ça, c'est des choses qui sont quand même ultra importantes. Et puis, il y a aussi le fait de prendre du recul, hein, c'est aussi ultra important. On a tendance à reporter les tâches qui nous paraissent souvent les plus dures, les plus compliquées ou celles qui vont être les plus exigeantes, alors que notre perception par rapport à la réalité, bah, y a entre ce qu'on perçoit et la réalité, il y a une différence. Et souvent, c'est des choses qui vont nous paraître compliquées, qui vont nous paraître difficiles, bah, elles ne le sont pas véritablement en réalité. Alors en fait, l'idée, c'est de se dire, je sais pas moi, imaginons quelqu'un qui est angoissé de ne pas arriver à faire quelque chose, de ne pas être à la hauteur pour quelque chose, et ben c'est juste de prendre quelques minutes, de faire des grandes respirations. La respiration est magique. Et en fait, de rester le plus factuel possible et de se dire, bah non, en fait, encore une fois, la méthode des petits pas peut aider aussi là-dessus. C'est si je prends du recul, c'est pourquoi j'ai peur, de quoi j'ai peur. C'est pas pourquoi j'ai peur, mais parce que de quoi j'ai peur. Et en fait, qu'est-ce que je peux faire? On utilise la technique du mais. Qu'est-ce que je peux faire pour y arriver malgré tout? Et donc, quels sont les petits pas que je peux faire pour me prouver à moi-même qu'en fait, j'en suis largement capable? Et donc, cette capacité à prendre du recul va être aussi nécessaire si jamais vous vous sentez
pris d'angoisse, parce que ça peut arriver face à un projet, face à quelque chose qu'il faut faire. Et c'est juste d'arriver, encore une fois, à le décomposer. Donc là, on revient sur la méthode SMART où on va tout redécomposer et on utilise la méthode des petits pas pour vraiment mettre plein de petits échelons et pour se dire, en fait, c'est largement faisable. Et se dire, OK, si j'ai peur de la finalité, je vais quand même essayer les premières petites marches. Et si je me rends compte que les premières marches, ça fonctionne, je vais pouvoir grimper tout l'escalier et arriver tout en haut. Je peux essayer de l'échelle à l'escalier, tout va bien. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, je prends du recul, je prends du temps. Et d'avoir je ne sais pas s'il y en a qui font de la méditation de temps en temps, mais il y a des systèmes de méditation de pleine conscience que vous pouvez faire tous les jours, 15 minutes le matin, qui permet d'apaiser, de relativiser et d'être plus ancré avec ce qu'on est. Et ça permet aussi de se concentrer sur les objectifs qu'on se fixe et se dire, en fait, j'en suis capable, je vais y arriver. Et tiens, aujourd'hui, c'est ça et ça, mes objectifs. Donc, ce lien est ultra important et vous permet vraiment de vous reconcentrer sur vous et vous prouver que vous êtes largement capable de faire les choses. Décomposer les tâches difficiles en petites tâches accessibles, on n'arrête pas de le dire avec la méthode des petits pas. C'est quelque chose qui est pour moi la plus efficace si vous êtes face à une peur de ne pas arriver à faire quelque chose ou autre. Décomposez-la. Vous verrez que c'est beaucoup plus facile. Et commencez par votre journée par ce qu'on appelle des starters. Je prends l'exemple des sportifs. Les sportifs, ils ne commencent pas leur journée avec des exercices les plus éprouvants physiquement. Ils vont d'abord, parce qu'ils n'ont pas envie de se blesser déjà, mais ils vont surtout essayer de faire un entraînement où ils vont progresser au fur et à mesure. Et donc, si le sportif, tout de suite, est dans l'effort au max de son entraînement, c'est mort pour le reste de l'entraînement et pour le prochain match qu'il voudrait peut-être faire. Il y a un claquage, il y a un machin, c'est fini. Et donc, en fait, il va démarrer sa journée par des tâches qui sont accessibles et qui sont facilement réalisables en prenant du coup un minimum de temps. Et en fait, l'idée, c'est échauffez-vous. Quand vous allez démarrer votre journée, échauffez-vous pour vous mettre en forme pour le restant de votre journée. Et en fait, vous allez pouvoir rayer des tâches sur votre liste. On adore rayer, on sait. Et ça va vous encourager à encore penser à ce petit shoot de dopamine que vous allez avoir. Parce que si justement ce premier effort que vous êtes en train de faire vous envoie du shoot de dopamine, et derrière, c'est un très bon moyen de démarrer votre journée. C'est votre démarrage d'entraînement, c'est votre entraînement, votre journée sportive. Et en fait, c'est ce qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Encore une fois, on y va crescendo au démarrage de la journée. Et alors, c'est quelque chose qui peut se faire sur la première demi-heure, la première heure, c'est à vous de voir. Mais par quoi vous pouvez commencer quels sont les exercices d'entraînement que vous pouvez faire avant de vouloir jouer le match tout de suite. Encore une fois, c'est ce démarrage et penser à votre shoot de dopamine qui va vous faire du bien. Et puis, on évite les distractions, ça c'est assez évident, mais je ne vais pas vous faire de grandes théories là-dessus, mais le principe de la distraction, c'est des choses qui sont quand même facilement accessibles. On sait que ça vous donne du plaisir immédiat, donc là, il faut faire attention à ça, mais sauf que ça va aussi grignoter du temps. Et donc, ça peut grignoter beaucoup de temps. Donc, on aime passer du temps à faire quelque chose qui nous donne du plaisir. Et donc, c'est aussi pour ça que des fois, on se laisse distraire assez facilement. Et c'est pour ça qu'on procrastine, parce qu'on manque de temps, parce qu'on a pris du temps à faire des choses qui nous font plaisir. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est la télé, les réseaux sociaux, YouTube, TikTok ou que sais-je. Et toutes ces distractions, il ne faut pas hésiter à les couper. Il y a des... Moi, je sais qu'il y a des petites extensions sur Chrome que vous pouvez mettre qui vous pouvez définir en disant tiens, là, pendant la matinée, je dois être concentrée sur tel dossier. Et en fait, ça vous coupe les notifs. Vous n'avez pas de notifs des réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas aller sur certains sites pour justement ne pas être distrait. Et donc, ça vous oblige à être vraiment concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Donc ça peut être des petites choses que vous pouvez mettre aussi en place. Sauf si, encore une fois, tout à l'heure, je vous parlais de vous donner des récompenses. C'est de dire, OK, si je réalise telle chose, je m'octroie 15 minutes ou 20 minutes de récompense avec telle chose. Encore une fois, c'est possible, mais ça doit être travaillé dans le temps. C'est-à-dire que je ne m'octroie pas 3 heures de mon effort, mais je m'octroie peut-être 15 minutes ou 20 minutes d'un petit plaisir qui me fait du bien. Donc ça, c'est possible. Mais encore une fois, il faut que ce soit en lien avec l'effort que vous venez de réaliser. Parce que sinon, le shoot de dopamine n'aura plus le même effet.
Important aussi, c'est de faire des points temps régulièrement. On a souvent un agenda qui est assez chargé. On va avoir des missions, des tâches qui vont s'enchaîner les unes après les autres et on peut parfois perdre un peu la notion du temps. Et c'est pour ça que c'est important d'être maître de son temps. Moi, ce que je vous conseille, on parlait tout à l'heure de faire des pauses, enfin de noter ce qu'on avait à faire le matin et le soir. Ça, c'est l'idée de se vider la tête. Et au milieu, on va se faire un temps aussi alors ça peut être juste après la pause déj, hein, d'ailleurs, ça peut être ce petit premier 15-20 minutes qui vous permet de redémarrer tranquillement. C'est se dire, bah tiens, je fais le point en milieu de journée pour me dire, ok, donc ça peut être fin matinée ou début d'après-midi, où je me dis, bah tiens, j'ai avancé sur tel dossier ce matin, ok, là j'ai pris du retard sur tel truc, donc là il faut que je replanifie ça, il faut que j'ajuste telle chose, là j'ai telle tâche qui est arrivée, qui est prioritaire, et donc ça va vous aider à prendre les bonnes décisions pour le restant de la journée et pour peut-être les jours qui vont venir. Et comme ça, vous n'attendez pas le soir pour découvrir toutes les catastrophes que vous devez traiter en urgence. Donc ça peut être bien et ça permet aussi encore une fois, de ne pas stresser, de ne pas être angoissé, de ne pas se culpabiliser parce qu'on a voulu suivre absolument un planning sur une journée et qu'on n'a pas modifié certaines choses. Encore une fois, n'hésitez pas à ajuster, à adapter. C'est aussi ça la force des bonnes résolutions, c'est que tout peut s'ajuster. Donc, tout à l'heure, on parlait de chorale. Bah, effectivement, on va se dire, bah, tiens, là, je fais la chorale plutôt tel jour, plutôt à telle heure, plutôt X fois par semaine ou X fois par mois. On ajuste en fonction du moment et au moment où on sait que c'est quelque chose qui va nous faire plaisir. Donc, c'est à quel moment ce rendez-vous choral et le pic de motivation et le pic de plaisir par rapport aux autres jours peut-être. Est-ce que le lundi au démarrage de la semaine, c'est une bonne idée? Est-ce que c'est en milieu de semaine? Est-ce que c'est en fin de semaine? On va tester pour trouver ce moment où c'est ultra agréable. Et donc ce point temps, si vous avez plein de choses à faire dans une journée, bah, c'est le matin, je refais le récap de tout ce que j'ai à faire. Le midi, je fais le point sur ce que j'ai déjà fait et les modifications d'agenda. Et le soir, je me renote tout ça et je ferme le dossier. Comme ça, je suis tranquille, j'ai plus à y repenser jusqu'au demain matin parce que je sais déjà ce que j'ai à faire le lendemain matin. Et je suis pas stressée, je suis pas angoissée. Donc ça peut être, c'est des techniques qu'on donne souvent aux personnes qui sont anxieuses. Le fait de vraiment tout noter et de tout décomposer avec la méthode des petits pas qui permet d'avancer pas à pas et du coup de s'octroyer des récompenses parce que c'est ça qu'on aime. Quand on a fait un effort, qu'on est dans les temps pour rendre un projet, qu'on est en avance, qu'on avance bien sur nos bonnes résolutions, et ben on a le droit de s'accorder des récompenses. Alors, ça peut être une douceur, j'entends parler du chocolat, donc ça peut être des bonbons, du chocolat, peu importe. Ça peut être du temps pour soi, le fait d'aller prendre l'air, d'aller peut-être un peu sur les réseaux sociaux. Enfin, on chronomètre ce temps-là quand même. L'idée, c'est d'encourager votre cerveau à continuer à faire des efforts. Encore une fois, c'est plus votre cerveau va associer l'effort réalisé à une récompense, plus il va avoir envie d'aller chercher cette récompense. Donc ça, c'est vraiment ultra important. On n'abuse pas des bonnes choses, donc on n'abuse pas des récompenses, hein, c'est aussi important, parce que sinon la récompense va devenir une distraction, c'est pas ce qu'on veut, sinon on va se perdre à nouveau. Encore une fois, on ne veut pas que la distraction nous prenne du temps, on ne veut pas qu'elle minimise l'effort qu'on a réalisé, donc ce goût de l'effort et donc le résultat attendu. Donc la récompense, elle est petite, elle est minime, mais elle procure un max de plaisir sur le moment. Ça, c'est vraiment des éléments qui vont être importants. Et puis, de temps en temps, on n'y arrive pas. C'est possible. Vous voyez, moi, ma bonne résolution de ne pas travailler le week-end, en fin d'année, j'y suis pas arrivée. Eh bien, on va apprendre de tout ça. Donc là, c'est aussi important de se dire, OK, quand on se rend compte que... alors, c'est vrai qu'en France, même si c'est en train de changer, la perception de l'échec est souvent assez mal vue. Alors qu'en fait, c'est une étape que je trouve ultra importante. Ça permet d'apprendre sur nous-mêmes, d'apprendre sur notre mode d'organisation. Ça aussi, c'est important. Et alors moi, je suis une éternelle optimiste. Donc pour moi, c'est quand on rate quelque chose, c'est une super opportunité pour recommencer et faire encore mieux. Et donc de s'améliorer. Et ça, c'est comment on peut tirer toutes les leçons des choses qu'on n'arrive pas à faire, sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas. Et c'est d'arriver à dédramatiser, encore une fois, de déculpabiliser face à l'échec.
on ne réussit pas, je sais pas, à faire autant de lecture de bouquins. Tout à l'heure, comme disait Mathieu, de lire plein de bouquins. Bon, bah, ok, j'y suis pas arrivée, j'ai pas eu mon quota de livres à l'année. Ok, c'est pas grave. J'ai pas réussi à aller 2 fois par mois à la piscine avec ma fille. Ok, c'est pas grave. L'idée, c'est de dire, est-ce que le temps que j'y ai passé quand même à la piscine, ça m'a procuré du plaisir? Est-ce que ça a resserré des liens? Est-ce que ça a été agréable ces moments? Et est-ce qu'on a envie finalement de faire plus que ce qu'on a déjà fait? Ou est-ce qu'on a envie de s'octroyer un autre moment de plaisir différent? Donc, encore une fois, c'est s'il y a des choses qu'on n'a pas réussi à faire dans nos objectifs, et ben, c'est d'accepter. Ça fait partie intégrante du processus de réussite, hein, d'accepter l'échec. Tous les sportifs vous le diront, hein, parce que sinon, ils auraient tous abandonné, les pauvres, au premier échec. Et encore une fois, c'est comment j'analyse l'échec de manière constructive. Donc, je ne suis pas là pour me jeter des cailloux et me fouetter parce que tout, non. Qu'est-ce qui a été bien et qu'est-ce que je peux améliorer? Et de tous ces enseignements, ça va vous permettre d'améliorer vos prochaines stratégies par rapport à ce que vous souhaitez faire, que ce soit par rapport à vos réalisations ou même la gestion de vos projets, hein. Et ça va être des éléments qui sont importants. On a la stratégie de persévérance. Alors bon, je vais en parler rapidement. C'est lié effectivement à votre cerveau parce que il y a eu pas mal de découvertes d'un point de vue neurosciences qui peuvent un peu éclairer toutes ces stratégies sur notre manière de rester motivé et résilient face aux différents défis. Pardon. En fait, notre cerveau, c'est pas quelque chose qui est statique. Il bouge, il est vivant, notre cerveau. On parle de neuroplasticité. C'est-à-dire qu'il peut se transformer, il peut s'adapter en réponse à toutes les expériences que vous allez vivre. Et c'est ça qui est assez magique. On parle aussi de mentalité de croissance et de neuroplasticité, c'est-à-dire que la mentalité de croissance, c'est les obstacles sont vus comme encore une fois, des opportunités d'apprentissage. Et lorsqu'on engage une nouvelle expérience, on apprend quelque chose de nouveau, on fait face à des défis, et ben notre cerveau, il est capable de créer des nouvelles connexions, neuronales. Et en fait, c'est plus on va pratiquer l'exposition à de nouveaux défis, à des nouveaux challenges, et plus en fait notre cerveau va continuer à se transformer. Et en fait, il va rendre l'apprentissage et l'adaptation de plus en plus facile, de plus en plus efficace. Et donc, en fait, les challenges vont vous paraître de plus en plus faciles à réaliser parce que votre cerveau s'est habitué à ça. Au démarrage, on a toujours peur un petit peu du changement. La peur de l'échec, la peur du changement, c'est ancré en nous, c'est ancré dans notre constitution, hein, principe de précaution. Et en fait, le cerveau, son premier réflexe, c'est d'avoir peur face à ce changement. Et donc, plus vous allez l'aider à apprendre, et plus pour lui, ce sera aussi facile. Célébrer les petites victoires, si je parle d'un point de vue neurosciences, le fait d'aller célébrer les petites victoires, tout à l'heure, je vous parlais de la dopamine, et en fait, toutes ces petites victoires que vous allez célébrer, ça va libérer justement tous ces neurotransmetteurs et donc la dopamine. On parle souvent de l'hormone du plaisir, on parle aussi de la molécule de la récompense. Et en fait, cette libération de la dopamine, elle va renforcer tous les circuits qu'il y a dans le cerveau qui, en fait, nous motivent à répéter un comportement qui conduit à une récompense. On pense à Pavlov dans ces cas-là. La petite sonnette, on apporte une gamelle au chien, ça récompense, il est trop content, il peut manger. Et donc, automatiquement, le chien, dès qu'il entend la sonnette, il remue de la queue, il est content, il se met à saliver parce qu'il se dit « Ah, il y a la gamelle qui va arriver ». C'est exactement la même chose. Et le rôle du soutien social, j'en parlais tout à l'heure, le fait d'aller communiquer, d'avoir des personnes, des communautés sur qui vous allez pouvoir compter, ça a aussi un impact sur votre cerveau parce qu'en fait, le fait d'être dans un environnement qui est bienveillant, qui vous encourage, qui est réconfortant, en fait, ça diminue le niveau de cortisol. Donc ça, c'est tout ce qui est hormone du stress. Et ça va du coup libérer tout ce qui est ocytocine, qui est du coup l'hormone de l'attachement ou l'hormone du lien social. Et en fait, ça signifie que quand vous avez le soutien d'amis, de famille, de mentors, de communautés professionnelles,
à la fois ça vous apporte un encouragement, émotionnel qui est bon pour vous, mais en même temps, c'est, votre cerveau et votre corps qui arrivent à mieux gérer le stress et à être plus efficace face aux défis que vous allez rencontrer. Donc ce rôle du lien social et c'est pour ça que, les gens ont souvent peur aussi, quand ils sont en télétravail, on voit les personnes qui sont en full remote, qui s'isolent énormément. Cet isolement est très toxique, pour la personne, pour son cerveau, parce que le cerveau va associer le lien social, les relations sociales comme étant un danger, au lieu de voir ça comme étant un côté, hormone de l'attachement, donc un côté positif pour lui. Donc en fait et on le voit quand vous êtes avec des personnes qui sont dépressives, eh bien tout doucement on les ramène à recôtoyer du monde pour reprendre du plaisir et recréer cette hormone de l'attachement et retrouver du plaisir dans le fait d'être tous ensemble. On l'a vu avec la pandémie, enfin je digresse là-dessus, mais on l'a vu avec la pandémie où quand on était tous enfermés, et ben ça a créé, une phobie sociale chez beaucoup de personnes qui avaient peur à nouveau de retrouver, d'aller rediscuter avec des gens et donc de ressortir pour voir du monde. Et en fait, c'est notre cerveau qui s'est à nouveau braqué par rapport à cette hormone du lien social. Et du coup, on n'avait plus cette ocytocine qui était là pour nous dire hey, c'est cool d'être tous ensemble. Et en fait, le cerveau s'est remis en mode danger, la vie sociale, c'est un danger. Et là, c'est comment on peut accompagner les personnes qui sont en phobie sociale pour leur dire non, en fait, venez, on va, et on voit quand les personnes qui sont en phobie sociale, elles ont un niveau de stress qui est assez important, elles ont peur pour beaucoup de choses, et bien en fait, c'est comment, à travers les interactions sociales, on va les aider à libérer justement cette ocytocine pour dire, regarde le plaisir que tu as d'être avec tout le monde. Et donc, c'est le cheminement des petits pas aussi dans ce cas-là. Et l'importance de la flexibilité, alors ça, je n'arrête pas de vous le dire. Les hauts et les bas pour poursuivre votre objectif, c'est clairement la clé magique, ça va être la flexibilité. Être prêt à ajuster votre plan d'action, être prêt à ajuster votre objectif SMART en fonction des feedbacks que vous allez recevoir, en fonction des résultats que vous allez obtenir. Tout ça va être ultra important. On parle souvent dans les entreprises d'agilité. Bon, là, c'est la même chose. Soyez agile pour vous-même. Soyez positif face aux imprévus. C'est ce qui va être essentiel parce que quand vous êtes face à un obstacle, ne voyez pas comme une pyramide, mais voyez juste comme un assemblage de plein de petits cailloux. Et dites-vous, tiens, comment je vais enlever les cailloux au fur et à mesure. Méthode des petits pas. Et à un moment donné, cette pyramide de cailloux va s'effondrer, je vais pouvoir la traverser, je vais pouvoir faire un pas pour aller par-dessus. Donc, ce n'est pas une pyramide, c'est juste un ensemble de petits cailloux. Et on va essayer d'enlever chacun de ces petits cailloux et ce qui va nous permettre d'arriver vers ce succès qu'on attend tous. En tout cas, c'est ce que je peux vous souhaiter pour toutes vos bonnes résolutions ou votre manière de travailler aussi au quotidien qui peut être pas mal. Je terminerai presque là-dessus. La persévérance et la capacité à apprendre de chaque situation sont souvent ce qui différencie le succès de l'échec à long terme, parce que ça, effectivement, c'est ultra important. Et alors, j'ai quand même rajouté un petit point derrière, c'est la santé mentale et le bien-être dans la réalisation des objectifs. On en a déjà pas mal parlé. Mais si vous voulez réussir à tenir vos bonnes résolutions, si vous voulez réussir à tenir les objectifs que vous vous fixez, c'est ultra important de prendre soin de vous, de vous écouter, d'écouter votre corps, de faire les choses en fonction aussi. On parle aussi des fois j'ai plus le mot, je sais plus le mot. Enfin, c'est par rapport à votre temps de sommeil et à votre temps d'énergie aussi que vous avez dans le corps. Et donc, il y a des choses pour lesquelles vous êtes plus à l'aise le matin, l'après-midi, le soir. Le bien-être, c'est dans sa globalité, effectivement, qu'il faut le pratiquer. C'est-à-dire que c'est quelque chose à cultiver avec des personnes positives comme vous. Donc, c'est connectez-vous aux autres. C'est dans sa globalité, ça va être aussi n'hésitez pas à tester la méditation, faites de l'exercice, donc ça on le sait, une alimentation équilibrée, des pauses régulières, un bon sommeil, une bonne hydratation, buvez de l'eau. Quand je parle d'hydratation, c'est aussi ultra important. Moi, je le vois, il y a des jours où je suis très fatiguée et des fois, je me dis à mon mari, il me dit c'est normal, tu n'as pas assez bu de la journée. Et je fais
ouais, c'est vrai, j'ai pas eu mon quota d'eau. Et ça fatigue en fait. Et on le voit souvent quand on est au bureau et qu'on voit les gens qui baillent. Et souvent, je leur dis, manque de concentration face au bâillement. Et c'est de la fatigue. Et en fait, la fatigue vient aussi du fait qu'on n'est pas assez hydraté. Donc, réfléchissez aussi à votre manière de bien de vous hydrater, toujours par l'eau, bien sûr, pour arriver à rester concentré. Voilà, je suis allée un petit peu au-delà de tous les sujets que je pouvais aborder. Donc voilà, atteindre vos objectifs ne se limite pas à ce que vous faites, mais aussi à comment vous vous sentez en cours de route. Et ça, c'est aussi ultra important quand vous allez prendre soin de votre santé et de veiller à votre bien-être. C'est vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Si vous voulez atteindre vos objectifs, c'est aussi vous écouter et écouter la manière dont vous vous sentez en cours de route et d'ajuster aux besoins. Parce que c'est important de prendre soin de soi. Et vous verrez que en utilisant ces méthodes et en ayant une vision positive et bienveillante sur vous-même, sur votre parcours, sur vos réalisations, c'est ce qui vous permettra de les atteindre beaucoup plus facilement et d'avoir à la fin de l'année ou dans quelques mois, vous pourrez me dire Amélie, j'ai atteint tous mes objectifs parce que j'ai accepté d'être résilient et bienveillant envers moi-même déjà. Et c'est déjà quelque chose qui pourrait être énormissime. Voilà ce que je pouvais vous partager aujourd'hui. Alors, je vous ai mis aussi quelques petits livres qui peuvent être intéressants pour ceux qui veulent les lire, ça tombe bien, qui sont on a notamment le Atomic Habits qui avec pas mal de stratégies pour mettre en place des bonnes pratiques qui sont plutôt aussi intéressantes. Et le pouvoir des habitudes aussi qui explore un peu la science derrière la formation des habitudes et comment changer certaines choses. Donc voilà, il y en a plein qui sont ultra intéressants. N'hésitez pas à les lire si vous en avez envie. Est-ce que vous avez des questions ou je vois qu'il est déjà 14h. Oh, qu'est-ce que j'ai été bavarde. Aude me dit, ma bonne résolution, m'inscrire sur le site des alumni pour les prochaines conférences. Bravo, Aude. Elle est facile, cette résolution. Bonjour Amélie, donc Juliette Promo 2009. J'avais une question parce que j'ai aussi découvert le concept de avaler son crapaud. Je ne sais pas si c'est mentionné peut-être dans l'un des livres que tu proposes, qui consiste à dire il y a aussi des tâches qui sont purement chiantes, ingrates et qu'on n'a juste pas envie de faire et il n'y a pas une histoire de motivation, de flow, de trucs, mais il faut les faire. Et l'idée, c'était plutôt de commencer par elles le matin pour s'en débarrasser et avoir un triple shot de dopamine à rayer cette tâche parce comme elle est ingrate, elle est d'autant plus compliquée à surmonter. Alors, je vois bien aussi l'idée faire des petites choses, là, un peu les quick wins où très vite on coche et ça fait du bien. Comment tu le vois cet aspect, tu vois, tâche pénible On en a tous effectivement des tâches pénibles. Alors après, est-ce qu'on peut la découper, cette tâche pénible? Parce que si on se dit, j'ai une tâche pénible, ça va me prendre 3 heures dans la journée, c'est clairement quelque chose qu'on va essayer de postposer à un autre moment. Ouais. Et se dire, tiens, si j'arrive à la découper peut-être en tâches de 20 minutes, en Pomodoro, oui. C'est moins chiant à faire. On se Ouais. dit juste que c'est 20 minutes. Oui. Et potentiellement, je la mets entre deux trucs que j'aime bien. D'accord. Et comme ça, je me dis, je commence par un truc que j'aime bien, comme ça, je me motive, c'est mon échauffement, un peu comme le sportif. Après, je me dis, allez, je suis chaud patate, je me prends un café et pendant 20 minutes, je me fais un truc qui est un peu chiant. Et après, je me reprends un petit carré de chocolat et je me remets sur un truc qui me motive. Oui. Et comme ça, si on le décompose, du coup, t'as avalé ton crapaud, alors en plusieurs morceaux, mais du coup, c'est beaucoup plus gai. Ok. Et je trouve que écrire sa liste aussi, ça permet mentalement d'aller décanter justement les tâches en petits pas. Je trouve que le fait d'écrire, c'est plus facile que sur du digital, de transformer un peu la montagne en finalement petite souris, quoi. Ouais, totalement. Ok, merci. De rien. Et après, les choses, vous pouvez avoir des cahiers, ça peut être des cahiers classiques, ça peut être des cahiers, il y en a plein, des petits livrets comme ça, où on peut écrire aussi sa to-do. Donc, il y en a plein, des petits carnets et on peut se les créer soi-même aussi. Donc après, ça doit aussi devenir un plaisir de faire sa to-do et de faire sa liste.
C'est-à-dire, si je me dis, bah, tiens, je me donne 15-20 minutes par jour pour faire ma liste et la mettre à jour, c'est aussi un moment plaisir. Donc, il faut aussi que ce soit dans un environnement qui me plaît, avec, je sais pas, moi, avec mon stylo préféré, avec mes couleurs préférées. Il faut que ça devienne vraiment un rituel et une routine de plaisir. Parce que si faire une to-do, ça devient chiant, du coup, c'est un peu embêtant. Donc, si vous avez et du coup, je sais pas moi, si vous aimez écrire au stylo à billes, au stylo à plume, au crayon à papier, enfin, c'est vraiment ces petits détails-là, des fois, qui font même la couleur du stylo. Ça peut être des petites choses toutes bêtes. Moi, je sais que j'ai un stylo, je sais plus où il est là. J'ai un stylo que j'adore. Enfin, je suis voisine de chez Disney, donc du coup, il représente Disney, tout va bien. C'est juste un stylo que j'adore utiliser. J'en ai un avec une petite couronne au-dessus que j'adore. C'est mes petits stylos préférés quand je fais mes to-do. C'est pas forcément des stylos que je vais utiliser pour d'autres choses, mais c'est vraiment mes stylos adossés à ce moment plaisir, en fait. Amélie, je peux ajouter d'autres trucs? Excuse-moi, j'étais pas en vidéo, je m'en rends compte maintenant. Deux petites choses. Alors d'abord, il faut que tu changes de boucle d'oreille parce que tu as ta boucle d'oreille qui bat sur le micro. Ah mince, fallait me le dire, je les aurais Et enlevés. non, j'ai réalisé en te mettant en grand écran, j'ai réalisé que c'était sans doute ça qui créait l'écho que j'avais dans mon ordi. Donc ça, c'est pour les prochaines fois. Deuxième truc que je voulais te dire, merci parce qu'à chaque fois enfin, ça fait plusieurs fois maintenant que je suis tes webinaires, j'essaie de pouvoir participer quand je peux, et à chaque fois, j'apprends 2-3 petits trucs, donc c'est vraiment cool. Merci de donner de ton temps et de ton énergie. Et troisième chose, c'est une demande un peu perso. Est-ce que je peux me permettre de te la communiquer via LinkedIn ou mail? Ok, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pas d'autres questions, a priori. Eh bien, écoutez, je vous laisse mettre maintenant par écrit toutes vos bonnes résolutions. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, un bon appétit. Prenez du temps pour vous cet après-midi aussi, c'est important. Et puis, de toute manière, on se retrouve très prochainement pour de nouveaux webinaires avec plus de boucles d'oreilles qui claquent dans le micro, promis. Faut pas hésiter à me le dire parce que je m'en suis pas rendu compte. J'étais toute fière de les mettre en plus ce matin. Donc, T'as raison, elles sont trop belles. En tout cas, merci à tous, merci pour votre bonne humeur. Merci, Amélie. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci, Amélie. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.